j'espère que la pause a été bénéfique et que vous vous sentez pimpant pour le deuxième volet de cette journée finale du sommet ayant pour thème Construire l'excellence. Le but aujourd'hui, faire le point sur ce qui a été accompli depuis la fin de 2019 pour la santé des entrepreneurs des écosystèmes et évaluer ce qu'il reste à faire pour toujours mieux les desservir. Afin de poursuivre la réflexion et d'offrir un soutien encore plus fort et adapté à nos entrepreneurs en contexte de start-up, voici la conférence Bâtir un écosystème entrepreneurial fort. 3 chercheurs dresseront notamment un portrait concret des besoins des entrepreneurs. Ils relèveront aussi les enjeux spécifiques qui les touchent et à la lumière de toutes ces données, vous aideront à trouver les bons angles pour adapter les méthodes pour les accompagner. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos chercheurs. Florence Guiliani, professeure adjointe en entrepreneuriat à l'Université de Sherbrooke. Marie-Pierre Tremblay, professeure titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur le développement de l'esprit d'entreprendre et de l'entrepreneuriat FSA-U Laval. Et Étienne Saint-Jean, professeur titulaire au département des sciences de la gestion, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale. Alors, bonne présentation. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un grand plaisir, je pense, partagé pour Marie-Pierre et moi là, de vous présenter aujourd'hui un certain nombre de travaux qu'on a menés au fil des ans sur la question de la santé des entrepreneurs. Donc, on peut vous présenter vraiment différents résultats qu'on a obtenus. Puis l'idée, c'est vraiment de susciter effectivement la réflexion sur qu'est-ce qui pourrait être fait pour soutenir les entrepreneurs et faire face aux enjeux de la santé psychologique ou de la santé en général. Alors, peut-être juste pour débuter, rappeler, la question de la santé des entrepreneurs est un sujet qui, depuis un certain nombre d'années, fait suscite de l'intérêt auprès des chercheurs, mais aussi auprès de la communauté en général. Je vous présente là, sommairement 4 rapports qui ont été faits là, depuis les 3 dernières années. Le premier étant celui du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, qui a été le premier, donc, au Québec, à mettre en lumière le fait que les entrepreneurs avaient une santé mentale préoccupante et qu'on devait s'y attarder. Il y a d'autres travaux, d'autres rapports qui ont été produits au fil des ans. Et ça fait partie d'une tendance, je dirais, mondiale. On l'a vu notamment en France avec les travaux d'Amaroc, dont Florence fait partie également, mais aux États-Unis également, puis un peu partout dans le monde. Donc, il y a vraiment un intérêt à s'attarder à la carrière des entrepreneurs sous l'angle de la santé psychologique, notamment parce qu'on sait que les entrepreneurs, c'est une carrière, être entrepreneur, c'est une carrière qui est stressante, c'est une carrière on fait face à l'incertitude, on prend des risques. Et donc, il y a parfois des moments très gratifiants quand ça fonctionne comme on le souhaite, qu'on développe des marchés, on obtient du succès, on est valorisé, on crée des emplois, puis ainsi de suite. Mais en contrepartie, quand ça ne fonctionne pas comme on le souhaite, bien évidemment, ça peut être un petit peu plus difficile. Notamment, c'est le fait que ça soit stressant à long terme, ça peut avoir aussi ça peut amener certains problèmes si la gestion du stress est mal faite par les entrepreneurs en tant que tels. Nous, on a commencé à s'intéresser à cette question-là en 2018, Marie-Pierre et moi, quand on s'est attardé à la question des défis des entrepreneurs. On s'était aperçu que dans les travaux scientifiques, il n'y avait pas beaucoup de travaux qui s'intéressaient à questionner les entrepreneurs sur les défis qu'ils vivent au quotidien dans leur entreprise. Les travaux qui avaient été faits focalisaient sur les tâches des entrepreneurs, puis n'avaient même pas questionné pour la plupart des entrepreneurs eux-mêmes. Alors nous, on a dit, plutôt que de se concentrer sur les tâches, on va leur poser la question simple, c'est quoi les défis et les différents enjeux que vous vivez? Et on a réuni plus d'une centaine d'entrepreneurs dans des groupes de discussion un peu partout au Québec. On a réuni également des formateurs, des accompagnateurs pour voir un peu comment eux percevaient les défis des entrepreneurs, puis comment leur organisation tentait de faire face. Fait qu'on avait vraiment cet esprit-là de voir aussi d'un point de vue de l'écosystème comment l'écosystème répondait à ces fameux défis-là que les entrepreneurs étaient pour nous exprimer. Et donc, la recherche a été menée d'abord par des groupes de discussion, puis ensuite, on l'a validé avec un questionnaire auprès de plus de 500 entrepreneurs pour s'assurer donc que ça avait une certaine consonance
dans une forte proportion d'eux. Ce qu'on a trouvé de particulièrement intéressant, c'est que pour la première fois dans les travaux qui ont été faits sur cette question-là des défis, les entrepreneurs ont nommé que pour eux, c'était un défi de gérer leur santé psychologique. Et donc, tous les autres défis, on les connaissait d'une certaine façon, gérer la santé financière de l'entreprise, gérer les ressources humaines, gérer les technologies numériques, et ainsi de suite, on les connaissait. Mais c'était la première fois à notre connaissance là, que dans une recherche, on mettait en avant-plan que les entrepreneurs eux-mêmes mentionnaient que c'était un défi de gérer leur propre santé psychologique. Par exemple, gérer leur stress, faire face au fardeau psychologique de la vie d'entrepreneur et aussi gérer l'équilibre entre les différentes sphères de vie de l'entrepreneur. Donc, c'est un défi parce qu'ils doivent s'adapter. Quand on travaille dans un contexte salarié, dans une organisation, bien évidemment, il y a des cultures, il y a une culture organisationnelle qui existe, puis sur laquelle on peut s'appuyer d'une certaine façon. Mais quand on est entrepreneur, c'est à l'entrepreneur d'établir cette fameuse culture-là. Et donc, ben, pour eux, c'est un défi de gérer leur propre santé, puis j'imagine aussi de gérer la santé psychologique de leurs employés. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ce n'était pas un défi qui était plus important nécessairement que les autres. C'est un défi qui arrive à peu près au même niveau que les autres. Il arrive au deuxième rang, mais il y a très peu de différence entre les différents défis. Mais ça demeure un défi quand même important, au même titre que de gérer le développement de l'entreprise, gérer la santé financière de son organisation et ainsi de suite. Et donc, bien, ça amène l'écosystème à s'adapter parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'initiatives pour soutenir la santé psychologique puis pour aider les entrepreneurs à réfléchir à cet enjeu-là. Et puis, évidemment, la pandémie a amené, évidemment, les organisations là, à s'attarder à cette question-là, mais on souhaitait également, au travers de cette recherche-là, amener les organisations à s'adapter puis à proposer des solutions. Alors, comme Étienne vient de le mentionner, évidemment, déjà, on voyait à travers des travaux précédents l'importance de la gestion du stress et de ce défi-là, finalement, pour les entrepreneurs et notamment pour des entrepreneurs qui sont en démarrage dans les premières étapes, finalement, du développement de leur entreprise. Et évidemment, la pandémie a été pour nous une opportunité, parce que c'est une crise sans précédent, une opportunité d'étudier, en fait, l'impact de cette crise-là, d'une part sur les entreprises, sur la gestion des entreprises, donc sur les nouvelles réalités, l'augmentation et la nature des changements que ça provoquait pour les entrepreneurs, et ultimement, l'impact que ça peut avoir, que ça aura pu avoir sur leur santé psychologique. Alors, on a évidemment très rapidement là, mobilisé une équipe, Étienne est le chercheur principal et j'assure également un rôle de co-chercheur sur le projet. On a mobilisé des collaborateurs et également là, le partenariat avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Donc, très rapidement, on s'est mobilisé pour mettre en place un projet qui a été financé par le CRSH, donc le Conseil canadien de la recherche en sciences humaines. Alors, ce qu'on voulait faire essentiellement, c'est de comprendre d'une part les effets de la pandémie sur les activités des entreprises dirigées par des entrepreneurs et sur leur santé psychologique. En regardant notamment l'accès aux ressources, parce qu'on sait très, très bien que les entrepreneurs, et aujourd'hui, on est ici pour parler des écosystèmes et de bâtir des écosystèmes qui sont plus forts. Et ces écosystèmes-là, essentiellement, cherchent à fournir des ressources, à donner accès à des ressources aux entrepreneurs. Donc, on voulait voir comment l'accès à certaines ressources et également les stratégies d'adaptation, c'est-à-dire ce qu'on appelle des coping strategies, donc la façon dont les entrepreneurs font face au stress. Comment est-ce que tout ça vient réduire ou pas le stress, l'épuisement, mais également améliorer le sommeil, la résilience de carrière, le bien-être de façon générale. Donc, c'est vraiment ce qui nous a interpellés. Et évidemment, ben, derrière ça, on s'est également questionné, puis là, on se reporte, hein, l'étude a démarré au mois de juin 2020. Donc, on était vraiment à une période où beaucoup de soutiens gouvernementaux étaient lancés pour justement venir en aide, notamment aux entrepreneurs et à leurs entreprises. Donc, on s'est rapidement demandé si ces soutiens-là allaient avoir ultimement un impact sur la capacité des entrepreneurs à gérer, mais aussi ultimement sur leur santé mentale, leur santé psychologique et leur bien-être.
je ne vous passerai pas en très, très grand détail le modèle ou en tout cas les différentes variables, mais sinon que pour illustrer que notre étude est venue capturer finalement plusieurs variables. Quand on étudie ce phénomène, on veut comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans l'environnement, donc la nature des changements, l'impact que la pandémie a pu avoir sur les ventes, sur la clientèle, sur la réorganisation. On se rappelle que les entreprises, à ce moment-là, ont eu à intégrer beaucoup de changements, finalement, pour être en mesure de répondre aux enjeux puis aux limitations et aux exigences sanitaires et de répondre, finalement, à leur clientèle. Donc, il y a eu beaucoup de changements qui se sont opérés. Ça a eu évidemment des impacts sur les liquidités, sur le niveau d'endettement. Donc, on a voulu capturer ces éléments-là, en plus de certains éléments liés à la psychologie. Et au centre, finalement, c'est toute cette idée de bien-être, de santé psychologique, mentale, d'accès aux ressources. Donc, vous voyez on est allé chercher finalement un ensemble de variables. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter quelques faits saillants, là, finalement, des principaux constats qui sont apparus au fil du temps à travers l'analyse des données. Des données qui ont été collectées finalement sur une année. Alors, la dernière collecte de données a eu lieu en juin dernier. Donc, c'est important quand même de le mentionner parce que la nature longitudinale de l'étude permet d'aller chercher justement des effets à plus court, moyen terme, finalement, de certaines stratégies de l'accès aux ressources sur est-ce que ces impacts-là se font sentir encore un an plus tard. Donc, on est évidemment encore en processus d'analyse. On a un échantillon qui est passé donc de près de 500, de 496 personnes et en juin de cette année, finalement, 197 personnes de cet échantillon initial-là étaient encore dans notre étude, essentiellement au Québec, mais à 56 %, mais quand même avec également une représentation de d'autres provinces canadiennes, même si on a une prépondérance là, du Québec dans l'échantillon. Alors, je vous présente là, quelques constats, finalement. Vous voyez ici, dans chacune des collectes là, qui se sont opérées de juillet 2020, octobre 2020, février et juin 2021, un peu l'évolution des défis liés à la santé psychologique. Alors ici, on a décliné différents défis et on voit très clairement que certains défis là, en juillet 2020 étaient quand même assez importants, mais il y a eu une tendance à la baisse, on va dire, en octobre là, pour la plupart de ces défis-là. Faire face au fardeau psychologique de la vie d'un entrepreneur, par exemple, qui était beaucoup plus fort en juillet 2020. Et là, en octobre, évidemment, il faut se rappeler qu'entre autres, au Québec, on était à une période de semblant de reprise, là, un peu à la normale. On avait une impression peut-être que la normale allait revenir. Et vous voyez qu'en février, qui correspond quand même au moment où le Québec était confiné, couvre-feu et tout ça. Donc, on avait quand même des mesures assez extrêmes. On a eu un retour, si on veut, de certains défis, une évolution de certains défis, notamment sur la gestion du stress et de la charge psychologique, finalement, pour les entrepreneurs. Donc, ça, c'est quand même intéressant de voir l'évolution. Et en juin 2021, on avait quand même une réduction de plusieurs défis, là, finalement, liés à la santé psychologique des entrepreneurs. Si on regarde maintenant les stratégies d'adaptation qui ont été mobilisées par les entrepreneurs pour faire face à ces défis-là, finalement, évidemment, on questionne parce qu'un des échappatoires, on va dire, souvent, on parle de l'alcool, de la drogue ou des médicaments. Donc, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui utilisent finalement ou qui font face peut-être au stress, qui vont essayer de diminuer un peu l'impact ou d'avoir une certaine façon de s'échapper de tout ça à travers l'usage d'alcool, de drogue ou de médicaments. C'est resté relativement stable. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est que la principale stratégie qui est mobilisée par les entrepreneurs pour faire face au stress, entre autres, ben c'est vraiment des stratégies orientées vers les tâches. Ce que ça veut dire, c'est vraiment des stratégies de travailler davantage, donc mettre encore plus d'efforts et de temps pour accomplir finalement le surplus de travail qui peut générer du stress. Donc souvent, c'est très orienté vers l'action, se mettre dans l'action, contrairement à des stratégies, par exemple, orientées vers les émotions
où on va soit essayer de relativiser tout ça, d'essayer de diminuer finalement l'impact négatif. On a souvent ce phénomène-là, finalement, de rendre une situation stressante, d'essayer de rationaliser pour la rendre moins critique. Alors ça, c'est quand même une stratégie on voit là en février où il y avait justement cette recrudescence d'utilisation peut-être, mais on voit quand même des variations qui sont assez minimes. Et des stratégies d'évitement positives qui vont être plutôt, on dit, évitement positif, ce qui veut dire sortir un peu de l'entreprise pour faire autre chose pendant un certain temps. Donc, que ce soit du sport, que ce soit de la méditation, prendre l'air, aller marcher dans le bois. Donc, vraiment se sortir de cet univers d'entreprise pendant un certain temps, ce qu'on peut appeler des stratégies d'adaptation positive. Et globalement, je vous dirais, assez stable depuis le début de la pandémie, là, sur l'ensemble des collectes de données qu'on a fait. Il reste qu'il y a quand même 30 près de 30 des entrepreneurs qui, selon les données qu'on a été en mesure de collecter, seraient considérés comme étant épuisés professionnellement. Il y a quand même une légère amélioration dans l'échantillon, mais c'est resté relativement stable. Donc, il y a quand même une préoccupation à cet égard sur un pourcentage quand même considérable, je dirais, d'entrepreneurs qu'on peut considérer en épuisement dans notre échantillon. Excellent. Marie-Pierre, par la suite, nous, ce qu'on a tenté de faire, c'était d'essayer d'identifier comment on pouvait mieux aider les entrepreneurs ou comment eux-mêmes pouvaient davantage s'aider. Notamment, on a regardé la question de la résilience parce qu'on a bien constaté au début de la pandémie, si vous vous rappelez, là, quand on a décrété là, que le Québec est en arrêt pendant un certain nombre de semaines. Au début, on disait 2 semaines, mais finalement, ça s'est allongé un petit peu. Les entrepreneurs du domaine des arts et spectacles, du domaine de la restauration, puis d'autres secteurs, ont non seulement été mis en arrêt, et plusieurs autres secteurs aussi, mais ceux-là ont resté en arrêt pendant plusieurs semaines et ont dû s'adapter. On a vu des restaurants qui n'avaient jamais fait de livraison à domicile offrir ce service-là. On a vu des arts et spectacles, certaines productions passer en ligne puis offrir leurs arts justement à ceux qui pouvaient être à domicile puis pouvoir les écouter sur Internet. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans l'environnement qui a amené des entrepreneurs à dire possiblement, c'est plus pour moi l'entrepreneuriat, là, c'est beaucoup trop difficile. Et donc, on s'est intéressé à comment les entrepreneurs ont pu résister à tous ces changements-là au travers de la pandémie et donc s'adapter. Et ce qu'on a focalisé en particulier, c'est sur la question de l'augmentation de la charge de travail. Parce qu'on s'est dit, forcément, le fait de devoir composer avec les mesures de la santé publique a augmenté la charge de travail des entrepreneurs, sans compter tous les pivots qui ont dû être faits au niveau stratégique pour certaines entreprises, comme je l'évoquais. Et donc, on s'est dit, bien, tout ça, c'est susceptible de nuire à la qualité du sommeil, c'est susceptible de nuire, évidemment, au stress qui devrait augmenter, nuire au bien-être en général, puis amener des entrepreneurs à quitter l'entrepreneuriat à cause de ça. Mais ce qu'on a trouvé de manière un peu surprenante, c'est que cette surcharge de travail-là n'avait pas un effet négatif sur la qualité du sommeil. Au contraire, ça avait un effet positif. Et là, on s'est posé comme question, bien, comment ça? Puis, l'hypothèse qu'on a émise à ce moment-là, puis qu'on pense qu'il tient toujours la route, c'est que les entrepreneurs qui continuaient à avoir accès à des ressources et qu'en plus, ils continuaient à faire des affaires alors que d'autres fermaient leurs portes, bien, sans doute que ça devait libérer un peu leur stress, puis ils devaient se sentir un peu mieux de cette situation-là parce qu'ils pouvaient faire face à la musique. Et donc, bien, ça leur permettait justement d'avoir une bonne qualité de sommeil. Ce qu'on a observé, c'était que ce sommeil-là, justement, quand il était de mauvaise qualité et qu'il y avait un moins grand accès à différentes ressources, notamment des ressources de type soutien émotionnel, échanger avec les autres entrepreneurs, évidemment des ressources financières, des ressources de conseil, de formation, et ainsi de suite. Bien, tout ce manque de sommeil-là, ce manque d'accès aux ressources avait un impact assez négatif sur le bien-être et également sur le stress des entrepreneurs, ce qui les amenait donc à remettre en question leur engagement dans la carrière d'entrepreneur. On a focalisé ensuite sur la question un peu plus précise du bien-être. On a essayé de voir bien, qu'est-ce qui pourrait amener les entrepreneurs à maintenir leur niveau de bien-être tout au long de la pandémie. Et puis,
encore une fois, sans surprise, on s'est aperçu que les ressources avaient un rôle clé pour maintenir les entrepreneurs dans un niveau de bien-être plutôt élevé. En fait, ce qu'il faut savoir en général sur les travaux sur la psychologie, c'est que les gens qui font face à un stress important et répété et en continu au travail, bien, évidemment, à moyen puis long terme, ça a un effet plutôt négatif sur leur épuisement, mais aussi sur leur bien-être. Donc, plus de stress, moins de bien-être, c'est à peu près la formule qu'on observe dans plusieurs contextes. Mais ce qu'on observe chez les entrepreneurs, c'est que quand ils ont accès à des ressources pour faire face à ces stresseurs-là, donc des ressources en particulier du conseil, de la formation, évidemment des ressources financières pour s'adapter, bien, ce stress-là a moins d'impact négatif sur leur bien-être. Il y en a un impact négatif, mais il est moins grand. Autrement dit, moins l'entrepreneur a de ressources, plus le stress va nuire à son bien-être. Et donc, les ressources ont un rôle modérateur sur l'effet du stress sur le bien-être. L'autre chose aussi, Marie-Pierre le mentionnait tantôt, la question des stratégies pour faire face au stress. Ils sont de 3 ordres, puis elle présentait les 3 stratégies, incluant également une 4e, si on veut, là, qui est consommer des drogues, de l'alcool pour faire face à son stress. Bien, si vous vous rappelez, Marie-Pierre présentait que la principale stratégie qui était utilisée par les entrepreneurs, c'est celle qui était orientée vers les tâches. Hein? Puis là, on le sait, les entrepreneurs sont des gens fondamentalement tournés dans l'action. On n'a pas été tellement surpris de constater ça. Ça a un effet positif sur la gestion du stress, c'est-à-dire que plus l'entrepreneur va s'attaquer à la surcharge de travail en gérant justement les tâches auxquelles il fait face, que ça soit revoir ses délais, que ça soit justement d'en faire un peu plus pour affronter sa surcharge de travail, ça a un impact positif sur son stress, ça réduit son stress. Mais ce qui réduit davantage le stress, la principale stratégie la plus efficace, c'est comme Marie-Pierre disait, c'est les stratégies qui sont d'évitement, c'est-à-dire que se sortir de l'environnement de travail, s'accorder des pauses, s'accorder des vacances, puis également, on pense faire de l'activité physique, faire du yoga, être capable, autrement dit, de décrocher puis de s'accorder ces moments-là pour décrocher de l'entrepreneuriat. Puis ce n'est pas la stratégie la plus utilisée par les entrepreneurs et ça, je pense que c'est un conseil important dans l'écosystème à donner aux entrepreneurs, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience qu'ils doivent s'accorder ces moments-là pour être capables de faire face au stress. C'est dans leurs mains, d'une certaine façon. On ne peut pas les forcer, mais ils doivent en prendre conscience qu'ils ont ce levier-là pour faire face au stress. Alors que les stratégies tournées vers les émotions, qui sont essentiellement rêvasser des moments meilleurs, ça n'a pas des effets très positifs pour les entrepreneurs puis pour les travailleurs en général. Et donc, il faut vraiment encourager les entrepreneurs à être capables de se sortir des situations stressantes en s'accordant des congés. Alors ça, c'est le graphique que j'expliquais tantôt. Là, dans le fond, plus l'entrepreneur accède à des ressources, moins le stress a un effet négatif sur son bien-être. Donc, on voit là, comment les pentes des courbes vont changer selon l'accès aux différentes ressources. Et donc, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt. Un des volets également qui a retenu notre attention, je vous le disais, c'est un peu l'impact des mesures de soutien et de l'accès à ces mesures de soutien-là ultimement sur la santé psychologique des entrepreneurs. Donc, on a réalisé une première analyse. En fait, c'est un article qui est disponible là, pour plus de détails là, dans la revue internationale PME qui a été publié, donc sur un numéro spécial sur la COVID-19. Et dans le fond, on s'est intéressé à 3 dimensions de ces mesures-là, parce que c'est pas le simple fait que les mesures existent, mais on a regardé en fait dans quelle mesure, jusqu'à quel point ces mesures-là étaient perçues comme étant accessibles pour les entrepreneurs. Donc, on sait que des fois, les mesures existent, mais c'est difficile d'y avoir accès. C'est pas toujours simple. Dans quelle mesure elles étaient adaptées, donc à la réalité des entrepreneurs? Est-ce qu'on sait, entre autres, puis je vais le rementionner, mais les mesures, par exemple, qui étaient se sont avérées finalement plus ou moins adaptées pour les entreprises qui étaient en démarrage. Donc, on avait des mesures qui étaient surtout pour les entreprises établies,
Et donc, c'était plus ou moins adapté pour des entreprises avec peu d'historique, qui n'avaient pas nécessairement la capacité à faire une démonstration là, des revenus ou du chiffre d'affaires antérieur. Donc, ça a créé finalement un certain désavantage pour des entreprises en démarrage. Et aussi le caractère suffisant, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès facilement, elles peuvent être adaptées, mais insuffisantes finalement, considérant les besoins de l'entreprise. Donc, c'est 3 finalement caractéristiques qu'on a observées. Et ce qu'on constate à travers les résultats, c'est que lorsque les mesures, elles sont jugées accessibles, adaptées et suffisantes, elles, elles ont finalement pour impact effectivement de diminuer le stress qui est vécu par les entrepreneurs, ce qui va favoriser ultimement un meilleur sommeil, un bien-être global qui est plus élevé, et aussi des intentions plus grandes de demeurer entrepreneur. Donc, cette idée de résilience, de volonté de demeurer entrepreneur, ça va être positivement impacté par le fait que les mesures soient jugées accessibles, adaptées et suffisantes. Donc, on revient encore à cette question-là aussi. Là, dans ce papier-là, on voit très bien que l'accès général aux ressources, donc même au-delà des mesures, on peut parler de ressources dites plus organisationnelles, c'est-à-dire du service conseil, des aspects plus techniques là, liés à l'entreprise, mais également des ressources de type soutien émotionnel, d'avoir alentour de soi un réseau finalement de proximité qui me permet d'échanger, de ventiler, d'avoir des gens qui m'appuient. Donc ça, c'est très important. C'est systématiquement associé à un sommeil de meilleure qualité, un bien-être plus élevé et encore une fois, cette notion de résilience qui est plus forte. Donc, à chaque fois, finalement, qu'on a cherché à faire des analyses, on voit très, très bien ressortir cette question-là, donc qui est fondamentale et qui rejoint directement, finalement, le rôle ou l'impact que peut avoir un écosystème qui est finalement adéquatement développé là, pour répondre aux besoins des entrepreneurs. Donc, cette importance des ressources, encore une fois, autant du côté émotionnel que du côté des formations du service conseil sont vraiment cruciales pour s'assurer que les entrepreneurs puissent, disons, comme on l'a évoqué avec les travaux, puissent diminuer, si on veut, l'impact que va avoir le stress sur leur santé. Parce qu'on le sait, on ne pourra pas ultimement enlever tout le stress qui est vécu par les entrepreneurs. C'est par définition, finalement, une profession quand même qui est demandante, où il y a de l'incertitude, Étienne l'a bien évoqué, mais c'est vraiment cet effet-là des ressources qui va pouvoir diminuer l'impact que ça peut avoir sur la santé psychologique. On a effectivement là, ramené l'importance finalement de cet évitement positif de décrocher, de se sortir de l'entreprise, qui réfère, en tout cas à mon sens, c'est peut-être l'éditorial ici, à la capacité de déléguer également. Donc, d'avoir des entrepreneurs, on sait que c'est un enjeu très, très important chez les entrepreneurs qui font tout, souvent au début, d'être en mesure de déléguer. Donc, comment est-ce que je peux m'accorder des moments où je sors de mon entreprise? Bien, ça nécessite de mettre en place une équipe qui va être en mesure finalement de poursuivre les opérations, peut-être le temps que moi, je me ressource et que je puisse sortir un peu de cette situation stressante. Donc ça, c'est un élément pour moi du point de vue de la formation et du développement des compétences qui est important. Et j'aimerais peut-être revenir sur des constats. J'évoquais tout à l'heure dans nos résultats qu'on a fait le constat que les entreprises en démarrage ou plus récentes ont perçu finalement les mesures comme moins adaptées et suffisantes pour leurs besoins. Donc ça, c'est un élément qui est quand même pas négligeable. Il y a également un élément important, c'est les entrepreneurs, qui dirigent des entreprises avec des employés. Donc ça, vraiment, on a constaté que le sommeil, il est perçu de moindre qualité. Le bien-être, il est perçu plus faible également et l'intention de demeurer entrepreneur est moins forte et ça, on l'a perçu. Donc, dans l'impact de la pandémie, pour les entrepreneurs avec employés, l'effet sur ces différentes variables-là, sur ces différentes variables-là, était accru. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les ressources humaines, bien, c'est comme un stress supplémentaire, évidemment. Quand on est entrepreneur, de pouvoir gérer ce stress-là et l'impact sur soi-même, c'est une chose, mais souvent, ce qui est très difficile, c'est de savoir qu'on a des employés qui vont finalement être impactés par, entre autres, cette crise-là
Et ça crée vraiment beaucoup plus de soucis. C'est une source accrue de stress en contexte de crise, donc pour les entrepreneurs avec employés. Alors, pour les gens qui les accompagnent, cette compréhension-là de l'impact et de l'enjeu que peut avoir finalement le fait d'avoir des ressources humaines, c'est quand même je dirais un point de vigilance qui est important. Et finalement aussi, ce qui est assez intéressant et d'une certaine façon qui mérite peut-être une attention, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour les entrepreneurs immigrants, entre autres. Donc, on a constaté notamment que les mesures qui ont été mises en place ont été perçues comme moins adaptées pour les entrepreneurs immigrants. Donc, c'est une sensibilité quand même à avoir dans une perspective de bien répondre à l'ensemble des besoins. Je pense que ça méritait peut-être un petit point d'attention. Alors, évidemment, on a présenté, je dirais très sommairement, là, certains éléments pour alimenter la réflexion. Vous dire que les différents rapports des 4 phases vont être, la quatrième là, est disponible depuis tout récemment. Mais on a donc des rapports qui font état des différentes données à chacune des vagues qui ont été réalisées, des vagues de collecte de données. Donc, les 4 collectes, si le tout vous intéresse, c'est disponible. Évidemment, avec plus de détails. Et comme vous avez vu, on a du matériel pour faire bien d'autres constats. C'est toujours en cours en ce moment. Alors, sur cette présentation-là, très, très succincte, mais du moins que j'espère qu'il a permis de mettre en lumière certains points importants, je vais passer la parole à notre collègue, Florence Vignani, qui va poursuivre en fait sur cette question d'outiller ou d'orienter l'écosystème pour répondre encore de façon plus adéquate aux besoins des entrepreneurs. Eh bien, bonjour à tous. J'imagine que je suis en ligne maintenant. C'est un passage. Un grand merci, Marie-Pierre, pour ce passage. Je tiens à remercier aussi le Grand Saut pour cette opportunité de discuter de ces enjeux-là. Comme l'a souligné, pour ceux qui étaient là au début de cette journée, vous avez pu entendre les différents dispositifs qui ont été proposés par l'écosystème depuis 2 ans grâce au financement du MEI. Et à la fin, il y avait une invitation aussi de Simon Chouinard à tester, à développer de la connaissance, de la recherche scientifique pour mesurer un peu l'impact, pour mesurer aussi l'évolution de la santé mentale des entrepreneurs. Et donc, justement, les travaux, les rapports, les recherches que nous ont présentés Étienne et Marie-Pierre sont complètement en adéquation avec ces besoins-là. Et ça donne le pouls, finalement, ça nous donne aussi les zones de vigilance où on doit s'orienter par la suite, que ce soit autour de l'écosystème, que ce soit aussi en termes de recherche future, pour continuer à développer de la connaissance, mais aussi des ressources et des outils à destination de cette population. Donc, pour me présenter très, très brièvement, donc, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke, je suis la directrice de Derrière la façade et je suis aussi chercheure à l'Observatoire à Maroc, dont je vous parlerai un petit peu les outils qui ont été développés au sein de cet observatoire-là. Et donc, si je pouvais revenir sur ce qui a été présenté, les apports, parce que la recherche qui a été conduite par Marie-Pierre et Étienne sur la situation de la santé mentale des entrepreneurs durant la pandémie a vraiment été une source de connaissances et d'apports pour nous permettre aussi de nous focaliser dans les recherches à ce sujet. Donc, si je peux revenir, Étienne l'a mentionné dans son intervention que depuis 2018, il y avait eu des études qui ont été conduites à ce sujet-là. Ça a pris pas mal d'ampleur. Sur la recherche, je pense que ça avait déjà commencé depuis 2010 environ, les travaux sur la santé des entrepreneurs. Mais les médias ont commencé à voir l'ampleur du phénomène autour de 2017-2018. On a vu l'éclosion d'articles sur cette thématique-là. Et puis, on peut voir que, effectivement, les difficultés de sommeil, je rejoins parfaitement mes 2 collègues, ça faisait déjà partie des problématiques vues et vécues par les entrepreneurs, la détresse psychologique, d'avoir souffert de dépression, d'épuisement émotionnel, et l'une des principales problématiques, la difficulté à concilier travail, vie familiale et vie professionnelle.
C'est pour ça qu'en 2020, en janvier 2020, le MEI a focalisé son attention sur cette thématique et a eu la volonté finalement de faire de la santé mentale et physique des entrepreneurs, spécifiquement des fondateurs de start-up, un des principaux défis à relever pour l'écosystème entrepreneurial au cours des 10 prochaines années et à donner les moyens justement à l'écosystème de fournir des ressources. Comme l'a souligné Etienne, les ressources, c'est vraiment un élément essentiel au bien-être, à la santé de cette population-là. Et donc de construire des ressources, des solutions innovantes pour résoudre cette problématique-là, en tout cas en partie. Et pour ceux qui ont écouté les différentes ressources qui ont été proposées, un énorme panel de ressources proposées par l'écosystème, des ressources riches, une volonté aussi de collaboration entre les différents membres de l'écosystème. Et donc, ça nous a permis finalement de passer à travers tous, bien sûr, mais les entrepreneurs spécifiquement, à la pandémie qu'on a pu vivre et observer chez cette population-là. Et donc, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Etienne et Marie-Pierre. Le rôle du sommeil est devenu aussi un vrai enjeu. Nous, avec Derrière la façade, il est certain que c'est notre enjeu principal. C'est pour ça qu'on continue à faire des études sur le sujet, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le sommeil est vraiment une interface entre l'hygiène de vie, l'équilibre de vie, et la santé mentale. C'est une composante de la santé qui sert un peu d'indicateur de bien-être, un indicateur de santé, et sur lesquels il manque de la connaissance, il manque des ressources pour aider justement les entrepreneurs à mieux gérer leur sommeil, à se l'approprier et à savoir comment le gérer au mieux pour améliorer leur capacité entrepreneuriale et de résolution de problèmes. Deuxièmement, effectivement, Marie-Pierre et Etienne ont parlé de l'accessibilité aux ressources, que ce soit les mesures d'aide gouvernementales, que ce soit les ressources offertes par l'écosystème entrepreneurial. Il est certain que pour nous qui assistons à ce sommet, on est familier avec les différentes ressources proposées par l'écosystème, on s'instruit, les différents acteurs de l'écosystème nous ont partagé ce qu'ils faisaient, ce qu'ils mettaient en place. Et c'est une vraie invitation pour ces acteurs qui n'étaient pas présents aujourd'hui de continuer à les sensibiliser parce que encore il y a quelques mois, j'avais un acteur de l'écosystème qui m'envoyait un courriel en me disant « Oh, j'ai 5-6 entrepreneurs, ils sont en détresse, qu'est-ce que je dois faire? Où je peux me renseigner ?» Donc, il y a encore ce besoin de sensibiliser, de continuer à renforcer la connaissance de l'ensemble des acteurs de l'écosystème sur tous les dispositifs, toutes les ressources qui ont été mises en place ces 2 dernières années. C'est vraiment essentiel parce que les entrepreneurs qui ont accès à ces ressources-là les connaissent, mais ils ne connaissent pas forcément ce qui est proposé ailleurs. Et puis moi aussi, je pense aux entrepreneurs qui ne sont pas forcément accompagnés, qui souhaitent créer leur start-up ou créer leur entreprise, et eux aussi ont des besoins en termes de santé mentale. Et donc, c'est une invitation pour un écosystème intégré, un écosystème plus fort, de vraiment élargir la promotion, la divulgation de toutes ces ressources à l'ensemble des entrepreneurs. Et puis Marie-Pierre le disait en fin de présentation, avec aussi cette question des entrepreneurs en situation d'immigration, qui ont moins d'accès aux ressources, qui ont moins la connaissance des ressources qui existent. Donc il y a aussi ce besoin sociétal, ce besoin de la part des entrepreneurs d'avoir accès à une meilleure connaissance et visibilité de ces ressources. Et le troisième point que je pourrais dire également, qui m'a beaucoup marqué, effectivement, on le voit beaucoup dans le rapport et les travaux de Marie-Pierre et d'Etienne, c'est l'adaptation, les stratégies d'adaptation qui sont choisies, on va dire, par les entrepreneurs, principalement axées sur la tâche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, est à creuser et à continuer à développer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les travaux ont montré que les entrepreneurs
ont généralement un lieu de contrôle interne, c'est-à-dire qu'ils assument les conséquences de leurs actions. Et c'est pour ça qu'on voit à travers les rapports qu'ils vont privilégier l'autogestion, qu'ils vont privilégier des stratégies où eux, ils sont en maîtrise de leur destin, où eux, ils vont choisir ce qu'ils vont faire. Et parallèlement, comme l'a dit à juste titre Étienne, on voit que c'est difficile, c'est un défi pour eux de gérer leur propre santé. Et donc, on est vraiment dans un effet de tension où les entrepreneurs vont, de par leur choix psychologique, privilégier les actions qu'ils vont conduire eux-mêmes et respecter les conséquences de ces actions. Et parallèlement, on voit que c'est difficile pour eux de gérer leur santé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a assez interpellés et sur lequel je vais développer un peu plus tard dans cette présentation, le besoin de développer des sentinelles. Parce que, veut pas, les entrepreneurs, la santé, c'est quelque chose qui les interpelle. Ils sont difficiles à recruter, ils sont difficiles à sensibiliser à cette question, malgré le fait qu'ils voient et qu'il y a un réel besoin de leur côté d'avoir des solutions, des ressources en santé mentale. Et donc, je pense qu'en tant qu'écosystème, on a peut-être un rôle à jouer en tant que sentinelle pour les aider, les guider dans ce processus-là. Mais avant de parler de sentinelle, il y a vraiment un aspect, quand on a fait nos travaux un peu sur cette thématique-là, qui pour moi semblait un peu flou, c'était la question de la santé mentale et qu'est-ce que ça composait et est-ce qu'on devait finalement aussi agir sur tous les aspects de la santé mentale. Et donc, sur le sujet, je me suis rendu compte, alors c'est ma prérogative, ma vision, bien sûr, on est tous en maître de ces visions, c'est que c'était deux angles. Principal angle, le plus important, où il faut agir assez rapidement, c'est réduire les risques, prévenir les problèmes et la détresse. Et puis le deuxième angle, c'est augmenter le bien-être et la réalisation de soi au travail. Et donc, pour nous, ça a été assez important quand on a commencé ces travaux sur les accompagnateurs d'entrepreneurs, de bien distinguer les deux, parce qu'à un moment, ça devenait assez complexe pour eux de savoir sur quels angles ils pouvaient agir et qu'est-ce que revêtait finalement cette question de santé mentale. Et donc, ça nous a permis, au final, de voir un peu, en fonction des différents travaux qui étaient proposés, notamment ceux de la Global Résilience, comment on pouvait agir sur ces deux angles et comment on pouvait s'orienter pour offrir des ressources disponibles et de choix sur un de ces angles-là. Et donc, le premier était bien sûr de détecter les signaux rouges, de détecter les éléments qui pouvaient nous laisser supposer en tant qu'acteur de l'écosystème, en tant qu'accompagnateur, mentor, coach, on est susceptible de voir des signaux de détresse et donc de savoir comment se s'outiller et se former pour détecter au mieux et pouvoir répondre à ces signaux de détresse. Et puis, il y avait aussi de l'autre côté cette volonté en parallèle de maintenir le bien-être des entrepreneurs. On l'a vu, les nombreux travaux ont montré que pour X ou Y raison, ils décrétaient avoir une bonne santé mentale. Alors, c'est bien sûr à prendre avec toutes sortes de balises et de pincettes, mais il y a aussi cette volonté de comment jouer pour améliorer ce bien-être au travail, en passant dans tout ce qui est la gestion du stress, le sommeil. On a beaucoup entendu, pour ceux qui ont eu l'opportunité d'écouter les différentes conférences proposées par le Grand Saut durant la semaine, le sport, la nutrition, le sens de la cohérence, ça c'est revenu. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter le témoignage d'un entrepreneur aventurier qui est venu hier, Frédéric Dion, qui disait que la cohérence, ça devenait un élément central. Et puis la réalisation de soi. Et donc, c'est une invitation aussi à voir finalement c'est quoi la santé mentale. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé pour focaliser un peu mes choix sur quels angles, parce que veux pas, on ne peut pas tout faire. Et donc, ça m'a un peu aidé à savoir mais sur quels angles je pouvais faire une différence en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi membre de l'écosystème entrepreneurial. Et donc est venue la question de qui. C'est qui les membres de l'écosystème qu'on pourrait viser pour servir de sentinelle pour les entrepreneurs. Mentor, accompagnateur, coach. Donc j'ai mis le drapeau mentor, mais l'idée derrière, c'est de comment les aider.
pourquoi cette idée-là? C'est que l'indice entrepreneurial québécois de 2020 nous a indiqué que 10,9% des entrepreneurs faisaient appel à une aide médicale et psychologique. Donc, ça permet à certains de s'aider, de s'orienter, de s'outiller. Et puis, j'ai pensé aux autres. Qu'est-ce que font les autres au final? Et donc, le rapport de la BDC qu'a mentionné Étienne juste avant, dans les résultats de mai 2021, montre que le soutien professionnel et personnel faisait partie aussi des stratégies des entrepreneurs. Alors bien sûr, c'est une deuxième stratégie après la stratégie orientée vers l'évitement et la tâche, comme l'ont souligné Marie-Pierre, c'est-à-dire faire des sorties, prendre des marches, etc. Mais il y avait cette volonté, ce besoin d'avoir des personnes dans notre entourage qui pouvaient nous aider à sortir un peu la tête de l'eau pour passer cette crise, pour passer les problématiques de santé. Et donc, quand on a observé ça, je me suis posé la question de, OK, qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a des recherches? Je suis prof, donc c'est sûr que ma première stratégie, ça a été d'aller voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait déjà écrit quelque chose sur le sujet. Alors, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait quasiment rien. Et puis, je suis tombée sur cet article sur un incubateur aux États-Unis qui avait été créé pour aider les entrepreneurs avec un historique de santé mentale sévère à créer leur entreprise. Et donc, en lisant ce travail-là, cet article-là, cette recherche-là, ça m'a apporté aussi des éléments de réflexion que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est que eux, ils ont perçu justement cet historique-là, ils l'ont traité et l'ont intégré directement au sein de leur structure d'incubation. C'est-à-dire que cette structure-là a établi dès le début comme un plan, une stratégie pour que quand l'entrepreneur se retrouve en situation de détresse psychologique ou en situation où il ne peut pas agir et être dans son activité, des plans de contingence, des plans, des stratégies justement d'urgence pour savoir qu'est-ce qu'on fait si l'entrepreneur ne peut pas survenir aux besoins de l'entreprise pour des raisons de maladie mentale. Et donc, vous allez bien sûr voir où je vais en venir assez rapidement. Et donc, l'idée derrière pour cet acteur-là, cet incubateur-là, ça a été finalement de faire au sein même, eux ont carrément mis ça dans le plan d'affaires, mais ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment de poser dans le cadre de leur formation un moment, une réflexion où l'entrepreneur doit finalement se poser la question, si moi demain il m'arrive un problème de santé, pas que de santé mentale, mais juste de santé, j'ai un accident, j'ai un problème, je ne peux pas gérer l'entreprise, je ne peux pas continuer avec mes activités entrepreneuriales, qu'est-ce que je fais? Et donc ils ont obligé cette population qui est difficile à obliger à aborder cette question de santé mentale, au sein de leur programme, à se poser et à établir ce plan, cette stratégie d'urgence pour savoir c'est qui mes ressources, qu'est-ce que je fais, comment je peux m'organiser. Et donc, c'est pour ça que cet article, je vous le présente aujourd'hui. C'est une interrogation. J'ai hâte d'entendre de mes collègues Étienne et Marie-Pierre qu'est-ce qu'ils pensent justement de cette stratégie-là. J'ai hâte d'entendre aussi les acteurs de l'écosystème sur ce qui a été mis en place, parce qu'il est certain que les entrepreneurs qui faisaient partie avaient des problèmes de santé mentale sévères, mais je veux dire, il y a beaucoup de solutions qui ont émergé alors qu'elles venaient de segments particuliers puis qui ont ensuite été démocratisées. Et donc, c'est une réflexion à savoir, finalement, est-ce qu'en tant qu'acteur, on ne devrait pas intégrer dans le processus de formation, mais vraiment, c'est-à-dire ne pas dire, bon, on a des solutions si tu en as besoin à un moment. Ça, c'est essentiel et c'est nécessaire, et il n'y a pas de discussion dessus, mais de faire le pas supplémentaire, de se dire, est-ce que dans nos formations, on ne peut pas vraiment intégrer une réflexion où l'entrepreneur, à ce moment-là, est obligé de se poser pour avoir une stratégie en cas de problème de santé. Et donc ça, j'ai hâte d'avoir le retour de mes collègues, mais aussi de l'écosystème sur ce questionnement-là qu'on a. Et donc, eux, ils n'ont pas traité ce problème-là comme un problème de santé mentale, mais bel et bien comme un problème de planification. Et donc, c'est comme ça que cette problématique-là s'est intégrée
dans leur dispositif. Et donc, nous, on a allé creuser aussi cette question autour des mentors, des accompagnateurs. Donc, dans le cas de nos études, là, c'est les résultats préliminaires de cette étude. Donc, nous avons fait avec le pôle IDEOS des ateliers de co-développement, donc à destination des accompagnateurs d'entrepreneurs pour savoir un peu de leur point de vue, parce qu'on parle beaucoup d'eux, je parle beaucoup d'eux, mais comme l'a dit Étienne, c'est toujours bien de demander à ceux qui vivent la situation, ce qu'ils vivent effectivement. Et donc, on leur a posé la question de qu'est-ce que vous pensez de la santé mentale des entrepreneurs, de cette problématique. Donc, c'est des entrevues qui se sont passées au printemps. Donc, on était encore au cœur de la pandémie. Il y avait encore beaucoup de problématiques de confinement, etc. Et donc, à travers ces ateliers de co-développement-là, on s'est mis à leur place et voir finalement c'était quoi ce qu'ils vivaient et en quoi ils pouvaient contribuer. Et donc, les premiers constats qu'on a pu voir, ils sont de l'ordre de 6. Donc, le premier, c'est effectivement, ils perçoivent les signaux rouges, ils perçoivent les problématiques, ils les sentent, ils les ressentent sur le non-verbal et ils le ressentent sur l'attitude des personnes qu'ils accompagnent depuis des semaines. Donc, effectivement, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie des accompagnés ou des mentorés. Ils ne se sentent pas légitimes à aller sur ce terrain-là, tellement pas légitimes que pour certains, ils disaient « mais je ne sais même pas si je peux demander à la personne en face de moi comment ça va ». C'est-à-dire qu'on en est à ce point-là du côté des accompagnateurs et des mentorés. Ils ne savent pas finalement où est la ligne qu'il ne faut pas franchir et qui nous fait basculer finalement dans une consultation de psychologue. Mais avant d'en arriver là, il y a bien des stratégies à mettre en place pour justement servir de ligne de garde pour ces personnes-là. Donc, il y a vraiment un malaise chez les mentors à aller jusqu'à demander comment ça va. Ils se sentent sous-équipés, ils se sentent pas forcément aidés. Je sais que ça faisait partie des prérogatives de Simon Chouinard de justement les aider, les outiller pour justement être dans cette situation-là. Et donc là, il y a un vrai besoin de la part de l'écosystème, en partenariat avec l'ordre des psychologues, de créer des outils, de créer des choses à destination de ces entrepreneurs. Ils se pensent certains ne savent pas partie de leur job, de leur travail, et ils ne savent pas aussi où chercher l'information, où commencer, où s'arrêter. Et le principal problème, c'est qu'il faut aussi prévoir un temps d'écoute. C'est-à-dire que quand on demande comment ça va à quelqu'un et qu'on s'intéresse vraiment à la réponse, ça suggère qu'on a le temps pour écouter ce que la personne va nous mentionner, ce qu'elle va nous dire. Et donc, dans l'une des conférences, le professeur Steven Lawrence a mentionné justement pour demander comment ça va, il faut de l'empathie, il faut de l'écoute active, mais aussi cette idée d'avoir le temps d'entendre ce que la personne va nous dire. Donc, ceux sur lesquels nous nous en penchés pour répondre à cette problématique-là, c'est la pérédance. La pérédance est beaucoup utilisée à l'université, notamment pour la population étudiante, et c'est de la pérédance. Donc, pour certains, vous ne serez pas étonnés de savoir que les pairs peuvent avoir une influence positive sur leur mentoré. Et une pérédance accompagnée, parce qu'il y a aussi ce phénomène qu'on a vu chez les mentors, c'est que tout le monde n'est pas outillé pour traiter des situations difficiles, et même l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions », et un phénomène récurrent dans ce processus-là. Donc, c'est vraiment des formations, des outils à proposer qui seront cadrés par des professionnels de la santé, et aussi des ateliers de co-développement, parce que veut pas, quand on s'intéresse à la santé mentale de quelqu'un d'autre, ça a un effet sur notre propre santé mentale. Et donc, il s'agit aussi de trouver des solutions, et donc le co-développement en est une pour les mentors et les accompagnateurs pour discuter des événements ou des situations qu'ils ont vécues qui pourraient être problématiques et avoir un impact sur leur propre santé. Alors maintenant, rapidement, parce que j'ai beaucoup parlé, j'aimerais vous parler des travaux qui sont conduits par l'Observatoire à Maroc. Et donc l'idée de ces travaux, c'est un peu de se pencher sur la question de la santé des entrepreneurs. Donc l'Observatoire à Maroc, c'est un observatoire qui a été créé en 2010 par le professeur Olivier Torres en France. Et sa volonté, c'était d'utiliser la recherche pour créer des outils qui pouvaient aider et sensibiliser sur la santé des entrepreneurs, dirigeants de PME, artisans et professions libérales.
Donc, je vais vous présenter quelques outils. Peut-être on peut commencer par un jeu. Je vais vous donner quelques secondes parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. Et donc, l'un des premiers outils qui a été créé, c'est de savoir quels sont les stresseurs de l'activité entrepreneuriale, quels sont les stresseurs des entrepreneurs. Et donc, quelle a été notre surprise de savoir qu'il y avait bien plus de stresseurs que ce que l'on pensait et que ce sur quoi on mettait l'emphase ou qu'on pensait qui était plus stressant ne l'était pas forcément tant que ça. Et donc, on a posé la question aux entrepreneurs, donc à travers des études longitudinales, de nombreuses études longitudinales, ça a duré 14 mois, donc à chaque fois une cohorte de 300 entrepreneurs, les mêmes qui étaient suivis sur 14 mois et qui étaient interrogés à tous les mois pour savoir finalement c'est quoi leur stresseur par rapport à leur événement de vie professionnel. Donc là, je vous montre un peu cela, je vous donne comme quelques minutes pour savoir c'est quoi le premier. Et donc, selon vous, quel serait le premier stresseur de cette activité-là? Donc, ça peut, par exemple, vous étonner que la question du dépôt de bilan auquel on ne pense pas forcément fasse partie de ces stresseurs-là. On n'y pense pas forcément. Et pourtant, j'ai une collègue qui va soutenir sa thèse à la fin du mois, qui montre que justement le dépôt de bilan, en tout cas la procédure du dépôt de bilan, donc la question au final de la défaillance des entreprises, parce qu'on suit beaucoup d'entreprises, mais ce n'est pas toutes qui arrivent à destination, eh bien, c'est les plus fragiles et ça peut conduire, par exemple, à la question du suicide. Donc, ça nous amène aussi, en tant qu'écosystème, à avoir une réflexion beaucoup plus intégrée. On parle des gens qui ont de l'intention à entreprendre, qui sont dans les démarches, on parle des propriétaires, mais aussi de ceux qui ferment leur entreprise. Et ça, c'est aussi une réflexion pour savoir comment on prend en charge ces personnes qui se sont lancées dans l'activité et qui finalement n'ont pas pu faire perdurer leur entreprise. Et c'est une question que, bien sûr, je lance à l'écosystème. Comment on gère ces personnes-là? Des personnes que vous suivez dans vos programmes. Et donc, à travers ces éléments-là, ça nous a permis finalement de voir les différents stresseurs, les différentes problématiques que rencontrent les entrepreneurs. Donc, à travers ces outils-là, un certain nombre d'autres outils ont été développés, notamment de dépistage du stress psychologique. Donc, à destination des entrepreneurs, c'est un outil auto-évalué qu'ils peuvent utiliser pour savoir où ils en sont dans leur situation de stress. Et un outil qui est beaucoup utilisé et qui sert énormément, c'est un outil de dépistage de l'épuisement professionnel, donc qui a été testé, retesté sur cette population-là, et qui permet, j'ai beaucoup aimé l'intervention du comédien, l'animateur Pierre-Luc Funk, qui disait je ne sais pas quand je vais vivre un épuisement professionnel. Eh bien, cet outil permet justement de savoir où on se situe par rapport à cette problématique-là quand on est entrepreneur. Donc, c'est aussi un outil à destination des acteurs de l'écosystème pour avoir de leur côté comment s'orienter par rapport à leur mentor, leur mentoré et leur coach. Et donc, pour finir, j'ai pris déjà un peu plus de temps qui m'était alloué parce que j'ai envie d'avoir vos questions et d'avoir le retour de mes collègues. Donc, cette volonté de rester en interdépendance, comme disait Frédéric Dion, en tant qu'écosystème, c'est cette volonté de penser intégration, donc l'intention, les démarches propriétaires, mais aussi d'intégrer les personnes qui arrêtent leur activité entrepreneuriale et donc qui font partie aussi des personnes que vous gérez dans le cadre de vos programmes. Donc, peut-on prendre aussi un moment pour réfléchir à ces personnes-là qui ont de réels besoins en santé mentale? Et donc, un répertoire pour finalement mettre en évidence l'ensemble des dispositifs qui ont été créés par l'écosystème et à destination, donc ce répertoire sera à destination des accompagnateurs, des conjointes qu'on oublie, qui sont des alliés naturels et de taille, et de l'ensemble des partenaires de ces entrepreneurs-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Là, j'ai un blanc à savoir, je pense qu'on peut rebondir maintenant. Frédéric, je ne suis pas certaine, je n'étais pas sûre si on avait le hockey pour rebondir. Absolument. Bien, en fait, je vous laisserai peut-être un petit moment tous les trois ensemble pour conclure. On a quelques rappels à faire, puis après ça, on passera aux questions du public, si vous le voulez bien. Donc,
Je vous laisse la parole. J'ai cassé la glace, fait que je sais pas, Étienne, si tu me laisses le premier tour de parole. Les femmes d'abord qui disent souvent. Voilà. Avec plaisir. Juste rapidement, en fait, Florence, ce que je trouve intéressant, puis ça rejoint un peu l'idée que j'évoquais sur la délégation, sur la capacité à déléguer. En fait, je trouve ça intéressant parce que la réflexion, puis les interventions, c'est complexe. Hein? Donc, je pense qu'il y a des interventions qu'on peut faire, évidemment, du côté des entrepreneurs, des individus en tant que tels, pour une meilleure auto-réflexion, une meilleure prise de conscience. Puis considérant qu'évidemment, on dit toujours l'entrepreneur, c'est l'actif principal dans l'entreprise et donc la performance de l'entreprise, elle est aussi liée à la capacité de l'entrepreneur. Mais je pense que quand même le plan de contingence, c'est-à-dire du point de vue de l'entreprise, qui est un peu lié, c'est d'être capable de planifier ou de voir venir et d'anticiper, en fait, si jamais cette situation-là était pour arriver. Est-ce que j'ai en place finalement les éléments dans mon entreprise, dans le fond, qui vont permettre à l'entreprise je dirais, de continuer finalement à évoluer si moi, pendant un certain moment, j'ai besoin de sortir de l'entreprise et que je veux prendre soin de ma santé. Puis si jamais j'ai un épisode un peu plus problématique, est-ce que ça met en péril l'ensemble de l'entreprise? Donc, je trouve que de travailler sur ces deux plans-là, tu nous parlais de l'article qui référait finalement à cette structure, qui ne l'a pas tellement pris sur l'angle de la santé, mais plus sur un angle de gestion des risques, considérant que ces gens-là avaient un risque prépondérant là, du côté de la santé mentale. Je trouve que c'est un langage qui parle aussi aux entrepreneurs souvent. Donc, au lieu de toujours les amener sur la fragilité, même si je pense qu'il ne faut pas la nier, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience, ça amène quelque chose de très constructif finalement et de très sain comme entrepreneur de vouloir penser à cette possibilité-là et surtout le développer. Fait que je trouve que c'est un bel angle. Là. J'avais plein d'autres choses, mais je vais laisser Étienne poursuivre. Là. J'ai trouvé ça bien de considérer ces deux facettes-là. Donc, des interventions pour l'individu et des interventions qui sont plus liées aux opérations de l'entreprise. C'est une super bonne remarque, Marie-Pierre. Si je peux enchaîner, en fait, effectivement, j'ai beaucoup aimé les éléments que tu as fait ressortir, Florence, dont un certain nombre qui touchent la distinction entre le fait que parfois les entrepreneurs sont en détresse, puis là, ça implique une intervention presque d'urgence, versus la prévention puis le maintien du bien-être. Puis, et donc, ça, je trouve que c'est important de distinguer parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec des gens de l'écosystème, en tout cas chez nous en Mauricie, des partenaires qui ne savaient pas trop comment intervenir. Puis, cette distinction-là me semble super importante, puis ça amène donc à proposer des outils, des interventions complètement différentes. Et donc, il faut la garder à l'esprit sur quel enjeu on souhaite intervenir, que ce soit la prévention, d'une part, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là, mais également, si jamais il y a un événement de détresse psychologique qui arrive, et tu l'as bien fait ressortir avec l'expérience de l'incubateur, que fait l'entrepreneur face à une situation d'urgence? Et ça, c'est rarement planifié. L'entrepreneur est souvent dans une espèce de déni où ça va toujours bien, puis il fait toujours face à l'obligation presque de rassurer tout le monde en disant ça va bien, parce qu'il ne veut pas inquiéter qu'il y a des difficultés financières. Et donc, ce déni-là peut être excessivement nocif pour l'entrepreneur, puis quand ça casse, ça casse. Et donc, je pense qu'il y a cet aspect-là à considérer. Puis un autre élément, puis je vais terminer là-dessus, là, que j'ai beaucoup aimé, puis je pense que ça a de la consonance chez les membres de l'écosystème, c'est l'idée que les gens dans l'écosystème, les mentors, mais les accompagnateurs ne se sentent pas forcément outillés et pour discuter de la question de la santé psychologique. Ça devient une espèce de tabou. Puis comme je disais, c'est un tabou qui est presque auto-alimenté par l'entrepreneur qui lui, ça va toujours bien. Fait que tu essaies des fois essayer de percer cette carapace-là. Non seulement les intervenants ne veulent pas trop parce que est-ce que je suis capable de réagir si jamais l'entrepreneur me dit non, ça ne va pas, j'ai quoi à lui offrir, je ne sais pas. Puis en même temps, c'est ça. Donc cet outillage-là nous apparaît, en tout cas, ça fait partie des réflexions que Marie-Pierre et moi, on avait comment intervenir. Puis actuellement, on est en train de réfléchir à développer une espèce d'outil justement à cet égard-là pour aider l'entrepreneur à autogérer, donc maintenir son bien-être, parce qu'il y a une espèce de difficulté de la part de l'écosystème à attaquer, disons, de plein fouet cette question-là de la santé psychologique des entrepreneurs avec eux. Là. Ça, j'ai beaucoup adoré et plein d'autres choses, évidemment. Là.
Oui, je ne sais pas Florence? si je peux réagir. Bien sûr, absolument. Allez-y, Florence. Ah, et oui, c'est vraiment les takeaways de toutes nos interventions et de pas que les nôtres, hein, mais de l'ensemble des interventions de toute la semaine. C'est vraiment cette volonté d'outiller l'entrepreneur qui puisse justement savoir où il en est avant que ce soit trop tard, parce que souvent c'est quand il a déjà tiré la ficelle qu'il commence à se poser des questions. Et puis aussi cette volonté et puis cette envie que j'ai perçue tout au long de ces journées de l'écosystème d'avoir une part prépondérante, d'être un soutien, une ressource, comme vous l'avez mis justement en évidence dans vos travaux, pour savoir, en cas de besoin ou même en amont, comment on peut être là et intégrer, avoir ce système intégré-là. Et ça, je pense que c'est les deux voies principales d'action, peut-être pour la suite des différents outils qui vont être proposés, des deux angles, peut-être qu'il y a à aborder, à creuser. Donc, ce serait ça. Juste en terminant, Frédéric, oui. Je voulais juste dire que pour moi, c'est un changement qui est un petit peu à l'image de ce qu'on a vécu dans les 30 dernières années. C'est-à-dire, je dis souvent, à l'époque, un bon entrepreneur n'avait pas besoin de ressources. S'il était obligé d'aller chercher de l'aide, c'est parce que c'était pas un bon entrepreneur. Je pense qu'il faut casser le mythe de la santé en disant parler de santé, gérer sa santé, puis se préoccuper de ça et de son impact sur l'entreprise. C'est de la saine gestion, puis c'est être un bon entrepreneur. Donc, il faut casser cette espèce de mythe-là. Je pense que c'est fondamental. Effectivement, briser les tabous, hein, je pense que c'est un des gros objectifs de toutes ces initiatives-là. Je vous remercie beaucoup, Florence Guiliani, Marie-Pierre Tremblay, Étienne Saint-Jean, pour cet état des lieux et ces pistes de réflexion. Avant qu'on se lance dans la période de questions, quelques petits rappels concernant les contenus du sommet. Je rappelle que c'est disponible en rediffusion jusqu'en février 2022 sur cette plateforme et les deux volets d'aujourd'hui seront partagés directement avec vos organisations par la suite. Donc, on a encore, bien sûr, du temps pour nos chercheurs Florence Guiliani, Marie-Pierre Tremblay et Étienne Saint-Jean pour des questions du public. La première question s'adresse à Marie-Pierre et Étienne. Pouvez-vous donner quelques précisions au sujet des ressources émotionnelles et nous dire en quoi elles consistent concrètement? Je peux peut-être y aller, Marie-Pierre pourra compléter. En fait, les éléments qui ont été mis dans l'étude en tant que telle, on s'intéressait notamment à ce que l'entrepreneur a accès à des gens avec qui il peut échanger puis parler de ses problèmes. On pense spontanément aux conjointes qui sont parfois les premières écoutes à l'égard des difficultés qui sont vécues dans l'entreprise. Mais de façon plus large également, ça peut être d'autres entrepreneurs dans l'écosystème. Puis tantôt, Florence faisait référence à l'idée de groupe de co-développement. On a vu, par exemple, l'émergence de quelques groupes de co-développement d'entrepreneurs qui avaient ces occasions-là d'échanger avec d'autres. On a vu des groupes de soutien qui ont été lancés un peu en urgence. Puis je pense notamment à l'École des entrepreneurs qui a fait des ateliers sur la question liée à la pandémie et donc réuni des entrepreneurs qui avaient cette possibilité-là d'échanger, de partager un peu comment ils vivaient ça, comment ils ont pivoté dans leur entreprise. Fait que c'est tous des lieux d'échange essentiellement là, qui permettent justement d'un point de vue, parfois ça n'a pas une visée émotif, c'est une visée stratégique et de discussion pour le développement de l'entreprise, mais au travers ça, ça fait du bien parce que c'est d'autres gens qui vivent des mêmes problèmes qu'eux. Et le fait d'échanger, ça permet justement de voir que ce que je vis n'est pas nécessairement bien différent de ce que d'autres vivent. Puis bon, on finit par passer au travers au fil du temps. Fait que c'est à différents niveaux, mais ça fait partie des éléments qu'on avait notés. J'en oublie peut-être, mais voilà. Marie-Pierre, est-ce que vous aimeriez rajouter un petit quelque chose? Je pense qu'Étienne a fait un bon tour d'horizon. Simplement mentionner que dans l'étude en question, évidemment, c'est une question de perception. C'est-à-dire qu'on a demandé dans quelle mesure les gens avaient le sentiment d'avoir accès finalement à ce type de soutien-là. Donc, on comprend dans ces études-là, souvent, on va travailler sur dans quelle mesure, c'est pas tellement l'accès réel ou est-ce que je vais utiliser ces ressources-là, mais ai-je l'impression d'avoir accès finalement à ce type de ressources-là? C'est ça aussi qui est fondamental.
J'enchaînerai avec une autre question qui s'adresse également à Marie-Pierre et Étienne. Savez-vous pourquoi les entrepreneurs en démarrage et ou immigrants ont perçu les mesures comme moins adaptées jusqu'à présent? Je peux peut-être faire un premier tour. Étienne, tu complètes. Là. Je le mentionnais rapidement. C'est sûr qu'on n'a pas peut-être l'explication fine, mais on peut imaginer pour les entreprises en démarrage, comme je le disais, souvent, c'est une question de critères d'admissibilité. Donc, ça prenait quand même un certain historique pour avoir accès aux mesures. Donc, il fallait exister depuis un certain temps. Il fallait avoir aussi par exemple, des ventes, avoir un certain historique d'activité, ce qui a fait que c'était des mesures peut-être plus ou moins adaptées pour les entreprises en démarrage. Donc, ça, c'est un premier volet. Pour les entrepreneurs immigrants, je pense que Florence a mis le doigt sur quelque chose qui pourrait être une explication. En fait, c'est à savoir est-ce que les mesures étaient inadéquates pour les entrepreneurs immigrants, c'est une chose, mais déjà, simplement que les entrepreneurs immigrants puissent connaître l'existence ou avoir finalement cette possibilité là, de simplement de connaître les programmes. Souvent, on oublie que les sources d'information, les réflexes ne sont pas les mêmes pour aller chercher l'information. Et ce n'est pas fait de façon intentionnelle, mais souvent, il y a certaines lacunes dans la transmission des informations et possiblement sur la nature des entreprises. Des fois, il y a un effet aussi de type d'entreprises, finalement, qui sont menées par les entrepreneurs immigrants qui étaient peut-être moins couverts, un peu comme on le voit pour les femmes aussi. Souvent, on va avoir des mesures où on dit les femmes sont moins présentes, mais c'est parce que de façon implicite, en fait, le type d'entreprise menées par les femmes sont moins visées par les mesures, donc moins adaptées. C'est peut-être différentes pistes d'explication. Je ne sais pas si Étienne, tu veux compléter. Ça fait essentiellement le tour. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup une question de type d'entreprise qui sont gérées et développées par les entrepreneurs immigrants. Ça me semble être une explication tout à fait plausible. La question des réseaux également, parce que je répète, mais tantôt, la question, l'école des entrepreneurs, par exemple, faisait des ateliers pour que les entrepreneurs échangent entre eux, puis ils se partageaient justement quelles mesures il y avait accès, quels formulaires venaient d'être. Parce qu'on se rappelle, au fur et à mesure que la pandémie évoluait, les gouvernements annonçaient des mesures, mais il fallait quasiment suivre ça au quotidien parce que les mesures parfois s'ajustaient en cours de route. Fait que le fait d'avoir accès à des réseaux peut-être peut jouer. Puis l'entrepreneur immigrant, quel est son réseau versus l'entrepreneur qui est né ici? Il est peut-être un réseau un peu plus limité et donc ça peut avoir influencé donc l'accès à cette information-là, des mesures qui sont disponibles pour eux aussi. Là. Fait que donc, trouver des moyens de les rejoindre et de leur transmettre l'information pourrait être aussi un élément important dans ce contexte-là. Là. Et justement, pour accorder un peu plus la parole à Florence, on a une question pour elle. Comment aider les accompagnateurs à construire leur légitimité à intervenir auprès des entrepreneurs là, sur les questions de santé? Bien, justement, c'est vrai que c'est la question principale. Et donc, nous, on est parti sur la paire aidance, qui a bien fonctionné avec d'autres populations. On l'a beaucoup vu dans la population étudiante avec des étudiants qui aidaient leurs collègues étudiants à traverser des épisodes d'anxiété. On l'a vu à travers la conférence que l'anxiété, je sens que Marie-Pierre et Étienne aussi à travers leur étude, c'est quand même une grosse problématique. Et donc, ça outillait justement les étudiants à pouvoir aider leurs pairs quand ils traversaient certains événements de vie ou certains épisodes. Et donc, ce serait d'appliquer un peu cette méthodologie qui est transférable sur d'autres populations au sein des mentors. Et parallèlement, de les protéger, parce que, encore une fois, quand on demande de l'empathie, de l'écoute active, du temps, quand on s'intéresse à la santé des autres, mais ça peut avoir un impact sur sa propre santé mentale. Et les accompagnateurs nous l'ont dit, que quand je vois ça, je me sens mal. Je sens que je fais mon travail, mais à moitié. Mais en même temps, je sens que ce n'est pas mon travail. Et en même temps, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et donc, ça affecte effectivement. Et donc, les ateliers de co-développement à destination de cette population-là peuvent les aider à discuter entre eux pour savoir c'est quoi les stratégies à adopter, c'est quoi comme l'a dit Étienne, les ressources qui existent. Et ces deux angles-là, ces deux stratégies-là, en parallèle
on préconiserait, en tout cas pour ma part. Et on a une autre question, c'est toujours pour vous, Florence. On me demande, comme accompagnateur, peut-on aider les entrepreneurs à diminuer les différents stresseurs qui sont rencontrés par les entrepreneurs? Alors, le nerf de la guerre en termes de stress, mes collègues vont confirmer ou pas, c'est l'argent, c'est les finances, l'accès aux subventions, l'accès à l'argent, la gestion de l'argent en interne. Et donc, il est certain que c'est le principal stresseur, en tout cas que nous avons observé. Et donc, avoir du soutien sur ces stresseurs-là est essentiel. Et donc, surtout dans la gestion des finances, l'accès aux finances. Et en tant qu'accompagnateur, c'est pour ça qu'on propose des outils comme le stressomètre qu'on a vu. Ça permet de voir finalement de quoi les entrepreneurs ont peur. On parle de l'argent, mais on parle aussi des associés, c'est-à-dire un partenaire qui s'en va au beau milieu du projet, qui avait une compétence complémentaire. Ben, il y a une réflexion, il y a une aide à avoir pour savoir comment gérer cette situation-là. Probablement, il y en a qui l'ont déjà vécu. Donc, avoir tous ces outils, de savoir identifier c'est quoi les principaux stresseurs, permettent, on le voit dans beaucoup d'entre eux, que les accompagnateurs ont déjà une réflexion, ont déjà un savoir-faire. Ils ne savent juste pas que ça s'applique à ce stresseur-là, en fait. Donc, c'est de les aider à faire le lien entre les outils qu'ils ont déjà et les problématiques liées aux stresseurs. Bien, merci beaucoup vraiment d'être demeuré parmi nous et d'avoir répondu aux questions du public. Nous étions avec Florence Guiliani, Marie-Pierre Tremblay et Étienne Saint-Jean. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. Alors, c'est ainsi que se conclut notre sommet Le Grand Saut pour la santé et le bien-être des entrepreneurs. Cette semaine, nos collaborateurs ont livré des conférences, des ateliers, des panels et une multitude de contenus en tout genre et format pour équiper les entrepreneurs et les aider à aborder l'enjeu de la santé de front. On vous invite maintenant à faire de même. En tant qu'expert et accompagnateur, vous êtes sur le terrain. Vous pouvez être un vecteur de changement. N'hésitez pas à parler de l'événement donc dans vos réseaux. Presque tous les contenus sont disponibles en différé sur cette plateforme jusqu'en février. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. On l'a dit aujourd'hui, beaucoup, on l'a répété, mais on ne le répétera jamais assez. C'est en brisant les tabous et en se donnant les moyens de s'adapter que vous pouvez faire des écosystèmes de la province des références en matière de milieux bienveillants. La discussion est lancée. On espère que la possibilité de se rencontrer se représentera dans 1 an, peut-être 2, pour constater ensemble que faire le grand saut est de moins en moins intimidant. Merci encore à nos partenaires sans qui ce sommet ne pourrait avoir lieu. La Ville de Québec, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Industrielle Alliance, l'Association de la construction du Québec, Mon équilibre et santé durable de l'Université Laval, ainsi que plusieurs autres contributeurs que vous pouvez voir sur notre plateforme. Un énorme merci aussi aux équipes techniques de Sonoptique et de Satire Productions qui ont rendu cet événement accessible partout dans la province et bien au-delà. Bonne journée et prenez soin de vous.